Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Nous allons essayer ensemble la Peugeot i308. Est-ce que je pourrais l'acheter? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Je suis à bord de la Peugeot i308. J'en suis quasiment au bout de mon deuxième jour d'essai. Je pense que je vais avoir cumulé entre 500 et 600 km en 2 jours avec cette berline électrique de Peugeot. Et je vais partager avec vous mon ressenti, mes impressions à bord de cette proposition du groupe Stellantis. Est-ce que je pourrais l'acheter? Ses avantages, ses défauts, ses qualités. Et pour qui elle est faite? Voilà. Alors déjà, je tenais à vous dire et à vous préciser que c'est une grande joie pour moi d'essayer cette voiture, car je n'ai jamais roulé au Peugeot de ma vie. Non mais vraiment, j'ai eu des Renault, j'ai eu des Volvo, j'ai eu des Audi, des BMW, bref, des Tesla, une Volkswagen, ID3, etc. Mais je n'ai jamais roulé, ni même essayé une Peugeot, donc c'est une vraie première pour moi, et je comble un manque, parce que Peugeot c'est quand même une marque emblématique française, du groupe Stellantis. Le groupe Stellantis propose depuis une version électrique de cette voiture. Et je tenais donc à remercier très fortement et sincèrement le groupe Gémy Peugeot de Lorient-Pontivy. M'ont fait confiance et m'ont proposé de pouvoir essayer avec vous certains modèles. La i308 est sur une base motopropulseur batterie commune avec la évolution de la Terni 208. On est donc sur un moteur de 156 chevaux propulsion avec un pack batterie nickel manganèse cobalt de 54 kWh total, soit 51 kWh utile. Cette voiture est donnée pour un WLTP autour des 416 km. Une puissance, enfin une vitesse maxi de 170 km/h, bridée électroniquement, et des reprises correctes, mais un petit peu en deçà de ce qu'on peut voir sur les autres propositions de voitures électriques, avec un 0 à 100 en 10 secondes 5. Voilà, tout est dit. Non, tout n'est pas dit, Armel. Tu as oublié quelque chose d'essentiel, la recharge. La recharge, cette voiture est équipée d'un chargeur en courant alternatif AC de 11 kW, ce qui est globalement proposé par la très grande majorité des constructeurs qui font des voitures électriques, et d'un chargeur en courant continu DC de 100 kW en pic. Vous allez me dire, il y a mieux, Armel? Ouais, il y a mieux, mais globalement, vous êtes non sans savoir que j'étais possesseur avant d'une Volkswagen ID3 modèle 2021 qui avait quasiment les mêmes specs, c'est-à-dire un chargeur DC en pic à 100 kW, un chargeur AC à 11 kW, une homologation WLTP de 419 km et un gabarit d'une Golf, c'est-à-dire d'une 308. On est quasiment sur les mêmes spécifications à annoncer, sauf que cette Volkswagen ID3 avait une batterie de 58 kWh. Et ici, je n'en ai que 51. Donc, en théorie, cette voiture est censée moins consommer. Premier élément de comparaison, je vais vous montrer des éléments extérieurs stylistiques de la voiture. Clairement, ce que l'on peut dire et affirmer de cette Peugeot, c'est qu'elle a un look. Elle a un esthétisme que l'on ne peut pas ne pas remarquer. Un look, un regard inimitable. Cette empreinte avec ces sortes de dents, de crocs, de griffes à l'avant, vraiment très stylisé, et un arrière, franchement, hyper sportif, hyper agressif. Franchement, je trouve que stylistiquement, cette voiture est très jolie. Ça en fait, quand on la regarde de profil, une compacte vraiment campée sur le sol. Sur la balance, cette gentille demoiselle pèse un peu plus de 1 tonne 660-670. Je vous mettrai les specs en description. Et on est dans les standards de la concurrence. Elle est certes plus lourde que sa variante thermique, et avec son moteur, on va dire normal, péchu, clairement, je suis en mode sport, etc. J'ai un petit coup de pied au cul. Par contre, c'est clair que sur le 0 à 100, elle ne va pas briller, elle n'est pas hyper sportive par rapport à certaines de ses concurrents, mais clairement, s'insérer dans la voie, rouler, etc. est largement suffisant.
On m'a toujours parlé, j'ai toujours entendu les journalistes, les essayeurs de Peugeot, etc., de parler du toucher de route du Peugeot. Clairement, même si j'ai vu que du fait du léger embonpoint de cette voiture, qu'est-ce qu'elle est incisive. Moi, j'adore, que c'est un vrai plaisir de conduire, et notamment par rapport au Tesla Model Y que j'ai. Là, clairement, en position de conduite plus proche du sol, bien assis, on ressent vraiment ce plaisir de conduite. Bref, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette voiture est équipée du fameux iCockpit de Peugeot, c'est-à-dire que l'on va avoir notre instrumentation devant le volant qui est surélevée, un peu comme si on avait un affichage tête haute. Ici, il n'y en a pas besoin, parce que les écrans d'instrumentation sont surélevés. Ce qui fait que derrière, on a un volant qui est plus bas, qui est très petit. C'est vraiment super agréable. Peut-être pas assez épais. C'est vrai que sur les Tesla, que j'ai depuis 2 ans, on a des volants très épais, ça me manque un peu. Mais le volant est hyper bien dessiné. Et pour un petit gabarit comme moi de tout juste 1m70, clairement, la position de conduite se trouve. On est obligé quand même de remonter un petit peu l'assise et de baisser le volant pour pouvoir voir correctement l'instrumentation qui nous est proposée devant nous. Vous verrez peut-être sur d'autres vidéos, notamment celle de Julien, de la chaîne Simplement Julien, voilà, qui se disent, nous les plus grands gabarits, 1m80, 1m90, on a du mal un petit peu à trouver une position. Moi, franchement, je trouve que le style est pas mal, et par rapport à la version précédente de la 308, voilà, on a cette barre devant nous avec les aérations, etc., du plus bel effet. Et l'installation de ce double écran, parce qu'en fait, on a un grand écran tactile qui présente le multimédia. On a ici un petit écran tactile avec des touches de raccourcis que l'on peut paramétrer, que l'on peut changer, etc. Je vous mettrai là en incrustation quelques images. Et donc on peut comme ça, ici activer le volant chauffant, ici accéder au téléphone, ici revenir au menu, etc. On peut choisir la fonction que l'on veut ici. En dessous, on a des touches de rappel plutôt dédiées soit aux paramètres du véhicule, mais surtout à la climatisation et au warning. Très pratique, le volume, mais finalement le volume on le règle sur le volant et je n'utilise pas du tout ce bouton là. Donc voilà, moi je trouve que le tableau de bord, le cockpit qui nous est proposé, parce que clairement quand on est assis derrière le volant, on a vraiment l'impression d'être à bord d'un cockpit. Petite surpiqûre, les plastiques sont légèrement moussés. Ils auraient pu l'être un petit peu plus, je trouve, à mon goût. Mais globalement, le rendu est très sympa. On a une console centrale. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis grand fan des consoles centrales. Qui est très sympa, qui est très stylisée. On a ici le petit sélecteur de vitesse qui est instauré. Un vestige du fait que c'est aussi une thermique, et ben on a un bouton Start. Donc voilà, quand on rentre dans la voiture, on est obligé de faire Start. Sélecteur parking, reculer, nœud, départ, et ici une touche B pour forcer un frein régénératif. Ici un sélecteur de mode, ici le frein de parking, voilà, petit porte-gobelet, rangement avec les ports USB-C ici à l'avant. Il y a une option à 100 € pour un chargeur à induction ici. Je trouve que c'est un peu mesquin, 100 €, enfin vous devriez le mettre de série. Et ici dans l'appui-coude, on a un port USB. À l'arrière, on a grille de ventilation, 2 ports USB et globalement suffisamment de place pour 2 adultes. On arrive à glisser nos pieds sous les sièges à l'avant. Et moi, siège reculé, sincèrement, j'ai 4-5 cm d'écart entre mes genoux et l'arrière des sièges qui est assez bien creusé, ce qui fait que la position d'assise est quand même assez confortable. Et pour moi, quelqu'un de 1m70, voilà, contrairement à la Tesla Model 3, par exemple, on ne va pas avoir l'impression d'avoir les genoux dans le menton, donc plutôt confort. On a une trappe à ski, on a un appui-coude central, voilà, une boîte à gants assez profonde, des rangements. Enfin, clairement, moi je trouve qu'elle est plutôt bien pensée pour une compacte. Malheureusement, en termes de rangement, on n'a pas de frunk, c'est-à-dire de coffre avant. La mise en place du moteur électrique, du contrôleur, etc. Même s'il y a pas mal d'espace vide, ne permet pas de loger un frunk. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été une place fort utile pour les câbles de charge. Et à l'arrière, on a un coffre comme la berline, légèrement plus petit parce que la batterie fait se remonter un petit peu le niveau du coffre. On a un petit rangement dessous, on peut ranger le câble de recherche au secteur. Voilà, c'est pas le plus grand des coffres, mais sincèrement, il fait le taf. Ici, je suis sur la finition GT, c'est-à-dire que j'ai quasiment tous les équipements. Ce que je pourrais avoir en option, c'est des peintures supplémentaires. Pour avoir des plus grosses jantes ici, on peut avoir un toit vitré supplémentaire. On est doté de l'Apple CarPlay et d'Android Auto
suivant votre smartphone, sans fil. C'est quand même à noter, c'est un vrai plus. Donc globalement, on est sur une proposition qui est vraiment pas mal. Alors, le iCockpit, on va revenir dessus, je vais vous faire des images et compagnie. Ici, je suis sur une proposition écran digital avec une vue type 3D. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un écran qui est ici, qui vient projeter un peu comme un affichage tête haute, une surimpression, ce qui nous donne cette impression d'avoir deux niveaux d'affichage. C'est assez fun, c'est assez pas mal. Il est paramétrable. On peut choisir un petit peu la disposition, on peut pas tout faire, mais on peut vraiment le personnaliser. Donc c'est plutôt sympa. On peut changer les couleurs en fonction du mode de conduite. Et on y retrouve l'essentiel des informations, vitesse, autonomie, kilométrage, les aides à la conduite, le niveau de charge, de recharge, de puissance, le pourcentage de la batterie. On est plutôt pas mal et on a une lecture des panneaux qui est plutôt correcte. Ici sur l'écran central, on a un multimédia avec GPS. Et pareil, on peut paramétrer différents écrans avec des icônes, avec des applications, le paramétrer comme on veut, le personnaliser, c'est plutôt pas mal. Et différentes fonctions. Alors je ne vais pas vous montrer dans le détail. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet écran? L'aspect, le visuel est vraiment sympa. C'est pas l'écran le plus réactif. On n'est pas sur un affichage à 60, 120 images par seconde, etc. comme on peut avoir sur des smartphones. Donc on a voilà une certaine lenteur. Mais franchement, ça se passe bien. Il n'y a pas de bug. Le GPS, on est plutôt sur un GPS d'ancienne génération en termes d'affichage. On a un affichage 3D. Globalement, le guidage se fait très très bien. La voie de guidage est très agréable. Et alors la question que vous allez me poser, Armel, on est dans une voiture électrique, est-ce qu'on a un planificateur? Non, on n'a pas de planificateur dans cette voiture. On va avoir la possibilité, quand on crée un trajet, de voir les bornes de recharge présentes le long de notre trajet. Et on peut, si on le souhaite, sélectionner une borne qui est sur le trajet et la rajouter en étape dans notre trajet. Inconvénient et manque, on n'a pas du tout d'indication de pourcentage de batterie à l'arrivée. On a juste l'autonomie, enfin le kilométrage que l'on a à faire et l'autonomie ici en kilomètres à faire qui nous permettent de se dire c'est faisable, pas faisable. Globalement, les bornes électriques qui nous sont proposées sur le trajet sont plutôt pertinentes. Hein. On va retrouver du Allego, du Ionity, du Tesla pour tous et compagnie. Donc franchement, voilà, manuellement, voilà, on se dit tiens, je vais là, je vais être juste en autonomie, il y a quoi comme borne, on clique, on sélectionne, on dit allez, rajouter et hop, c'est parti. Donc franchement, on est pas mal. Niveau électrique, on est quand même sur une voiture électrique, pas de pompe à chaleur. Là, franchement, c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un plus en voiture électrique, notamment pour économiser notre batterie si on a besoin de fortement chauffer l'intérieur de l'habitacle avec le chauffage. Par contre, le plus, c'est que cette voiture est équipée des sièges chauffants et d'un volant chauffant. Donc, ça nous permet de pas trop pomper en niveau de chauffage, etc. et d'avoir une bonne sensation de confort à bord de la voiture. J'aurais d'ailleurs même apprécié qu'on puisse avoir un rhéostat sur le volant chauffant parce qu'il chauffe vraiment très vite et assez fort. Donc, on est tout le temps en train de l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre. J'ai préféré avoir, comme pour les sièges, des niveaux de chauffe du volant. D'ailleurs, c'est très pratique parce que hop, j'ai mis le raccourci ici et c'est vraiment très pratique de l'avoir direct, paf paf là-dessus. Et la recharge Armel. Alors, la recharge, j'ai testé à la fois la recharge à domicile, enfin entre guillemets, sur mon lieu de travail. J'ai accès à une prise renforcée sur mon lieu de travail. J'ai pu utiliser un chargeur domestique pour charger la voiture. J'ai pu aussi tester la recharge sur des bornes de recharge rapide. J'ai fait 3 recharges sur mes 2 jours d'utilisation. La voiture est donnée pour un chargeur de 100 kW. J'avais vu sur des vidéos de collègues, notamment de Max BLD, de Simplement Julien, etc., que en fait c'est vraiment entre 5 et 20% qu'on va avoir ce pic à 100 kW. Moi, j'ai chargé entre 20 et 30% quand je me suis arrêté. Donc, je ne suis pas monté à 100 kW. Je crois que mon maximum, c'était sur ma charge ce matin chez Tesla où je suis monté à 87-88 kW. Et hier soir aussi, je crois que j'ai piqué autour des 80-89 kW. Donc, on n'est pas loin. J'ai pas de préconditionnement de batterie. Donc, clairement, n'envisagez pas une charge rapide en partant à froid le matin. La voiture va être très pénalisée et ne va pas monter en puissance. Cherchez plutôt une recharge au bout d'un certain moment de trajet et allez plutôt chercher une autonomie restante de 10 à 15% dans votre batterie pour aller charger et utiliser. Parce que quand on regarde la courbe de recharge de cette voiture, on a une très
bonne puissance de recharge qui se maintient jusqu'à 55, 60, 65. On va rester à 60, 100 jusqu'à 70 kW. Et ensuite, à partir de 70-75%, là vraiment on va baisser. La voiture est donnée pour une recharge 20-80 en 30 minutes. En fait, le 10-80 se fait en 30 minutes. Donc on est plutôt sur une recharge qui est correcte, parce que moi je peux vous dire que d'expérience, avec ma Volkswagen ID3 qui avait aussi un chargeur embarqué de 100 kW, et ben le 10-80 il mettait 40 minutes. Donc globalement, c'est pas la voiture la plus efficace, la plus rapide en charge, mais c'est quand même globalement très correct et acceptable. C'est qu'il y a un procédé très particulier pour charger la voiture et débrancher le câble. Il faut absolument que le contact soit coupé. Vous ne pouvez pas garder le contact allumé sur la voiture pendant que vous êtes en charge rapide. Une fois que c'est fait, vous branchez le câble, vous lancez votre charge, le câble se verrouille. Et pour pouvoir déverrouiller, retirez le câble. Bien sûr, vous arrêtez la recharge au niveau de la borne. Mais ensuite, il faut utiliser la clé de la voiture. Si la voiture est ouverte, il faut fermer la voiture, la réouvrir pour que ça déverrouille le câble. Mais si la voiture était fermée, vous n'avez plus qu'à ouvrir. Il y a plus simple quand même dans la vie. C'est pas très intuitif, surtout moi qui viens un petit peu de l'univers Tesla et compagnie. Donc, ok. La trappe de recharge est bien. Il y a une protection caoutchouc pour les deux embouts de charge DC. C'est un vrai plus, que ça va éviter à ces embouts de se salir parce que c'est pas forcément la charge que vous utilisez le plus. La voiture est fournie avec un câble T2 de 5 mètres de long pour la recharge sur les bornes publiques. Par contre, le chargeur domestique n'est pas fourni. C'est une option. Et en fait, Peugeot est plutôt sur une offre commerciale de vous aider ou de vous sponsoriser à hauteur de 600 € pour équiper votre domicile, si vous en avez un, d'une borne électrique à la place d'un chargeur domestique. C'est pas bête, mais bon, personnellement, je trouve que le chargeur domestique, c'est super pratique, surtout si on part en week-end, si on part sur un lieu qui n'est pas notre domicile, c'est toujours pertinent d'avoir un chargeur domestique. Alors, bon, Armel, petite batterie, 51 kWh, WLTP annoncé à 419 km, qu'en est-il vraiment? Eh ben, mais là, par exemple, je suis parti ce matin, j'ai déjà fait 296 km, je suis à 16,5 Wh au 100 km. Sur le trajet actuel, full départemental, j'ai déjà fait 94 km, je suis à 14,8 Wh au 100 km. Sachant que sur le trajet que j'ai fait depuis ce matin, j'ai 30 km d'autoroute et autoroute à 130. Ensuite, 180 km de national à 110 et 94 km de départemental. Donc là, sur ce mix, je suis sur une consommation moyenne de 16,5. Hier, j'ai fait un trajet de 200 bornes où j'ai fait départemental 40%, national 40% et 20 km d'autoroute, donc un mix un peu plus de départemental, et j'ai fait 15,5. Alors, hier il faisait 8 degrés, il y avait beaucoup de vent, il pleuvait, on a une tempête, aujourd'hui cet après-midi il fait 12 degrés, ce matin il faisait 7 degrés. Globalement, je suis sur une consommation moyenne, je vais vous la mettre ici, autour des 16 kWh 100 km. Ça va me donner donc un rayon d'action autour de 300 km pour une batterie de 400 kW. C'est pas très éloigné, c'est quasiment l'autonomie que j'ai avec mon modèle Y. Sur mon modèle Y, il a 10 kWh de plus. Mon modèle Y, j'ai une consommation moyenne de 16,1 kWh au 100 km. Et notamment sur le trajet d'hier que j'ai fait, donc départemental, national et finir par de l'autoroute, trajet que je fais de temps en temps, eh ben, j'ai fait du 15,5 kWh alors que mon modèle Y, je suis plutôt autour des 16 à 18 kWh. Donc elle a beaucoup moins consommé que mon modèle Y. Encore heureux, vous allez me dire, hein, elle fait 300 kg de moins et c'est une compacte contre un SUV. Certes, mais il y a beaucoup de voitures électriques qui font pire que mon modèle Y. Et sur autoroute, et c'est là où elle m'a surpris, donc j'ai fait un peu plus de autour de 50 km en autoroute. J'ai fait un aller-retour sur le même tronçon, comme ça évite les différences de consommation si ça monte ou si ça descend. Donc j'ai fait 500 km en aller-retour sur un tronçon d'autoroute, et là je suis autour des 20 kWh ou 100 km. Je trouve que sur autoroute, c'est très pertinent. Avec la Volkswagen ID3, on était plutôt entre 22 et 25 kWh au 100 km. Et avec le modèle Y, je suis plutôt à 20, 23, 24 kWh au 100 km. Donc, c'était plutôt pour moi une bonne surprise parce que j'avais plutôt eu des échos que les Peugeot n'étaient pas forcément les plus efficientes. Et ben, je peux vous dire que cette 308 électrique est efficiente. Alors, donc en autonomie, eh ben, j'irai sur de la départementale. Vous allez faire facilement 320-350 km d'autonomie.
Sur de la nationale, vous êtes plutôt autour des 15,5, vous serez plutôt autour des 300-320 km d'autonomie. Et sur autoroute, vous ferez du 250 km d'autonomie. Alors Armel, cette i308, qu'est-ce que t'en penses? Voiture très agréable à conduire. Confort de conduite vraiment sympa. Les sièges sont légèrement plus fermes que ce que j'ai l'habitude moi dans ma Tesla, mais je vais retrouver un peu la même fermeté qu'à bord d'une BMW. La finition est vraiment pas mal. Les plastiques sont légèrement moussés. On a quelques plastiques durs si on les cherche, bien sûr. On a une moquette qui est moelleuse au niveau du sol. On a une finition qui est vraiment jolie. Franchement, la proposition est plutôt, on s'approche du premium. C'est très agréable. Franchement, la voiture a un look, un style qui est génial. Les consommations sont vraiment contenues. Alors certes, la petite batterie fait débat, en effet. Parce qu'on se dit, bah ouais, ok, d'accord, Armel, elle est bien, elle est suffisante, etc. Mais, bah, je sais pas, moi, avec une batterie de 10 kWh supplémentaire, mais on aurait les 500 km de rayon d'action, avec un moteur un peu plus puissant, on aurait des reprises péchues, ce serait une vraie sportive, un peu dans l'esprit de Peugeot, etc. C'est sûr. C'est a priori ce qui est annoncé dans la i3008. Donc, peut-être que on va pouvoir avoir cette mise à jour, si ça se confirme bien sur les essais de la i3008, et je le remercie encore Julie et Anthony du groupe GEMI Peugeot de Lorient-Pontivy de faire ce partenariat ensemble et de me mettre à disposition de ces voitures pour les essayer pour vous. Mais la position se confirme dans la i3008. Peut-être qu'on aura une mise à jour sur la 308. Pas forcément, on va voir. Certes, en effet, avec 10 kWh de plus, bah, on aurait peut-être 500 km d'autonomie et une proposition plus homogène. Mais clairement, moi, cette politique de petite batterie me convient bien, etc. Alors, qu'est-ce qui manque à cette voiture? Un vrai planificateur, clairement, c'est un vrai plus, c'est du software. La voiture est connectée, sincèrement Peugeot, a priori dans la i3008 vous allez le proposer, faites une mise à jour, c'est vraiment nécessaire pour une voiture qui a une vocation à minima routière, départementale, nationale, de pouvoir faire du kilométrage dans le temps, c'est un vrai plus. Qu'est-ce qui manque? L'agrément de la gestion de la charge. Alors le fait de devoir absolument couper le contact, de ne pas rallumer le contact, de devoir utiliser la clé 2 fois si la voiture est ouverte pour la fermer, la ouvrir, etc., pour défaire la prise, etc. Franchement, ça manque d'agrément. Ce qui manque aussi, je ne peux pas régler le niveau de charge de la voiture. C'est forcément du 100% si je ne viens pas l'arrêter avant et si je ne la surveille pas. Je ne peux pas le régler dans la voiture et je ne peux pas non plus vraiment prévoir facilement la charge. Je peux juste décaler le début de la charge. Après moi, le iCockpit, j'aime beaucoup. Ça me va, a priori j'ai un gabarit qui va dessus, j'ai pas besoin d'affichage tête haute. Beaucoup de personnes réclament. Je pense que dans cette voiture, il n'y a pas besoin. Le multimédia, il est pas mal. Certes, il existe mieux, certes l'écran n'est pas le plus rapide, mais bon, on n'est pas là pour faire du gaming non plus. Il fait le taf. Mais ouais, on pourrait avoir un up. A priori, il serait dans la i3008. J'ai hâte de l'essayer. Est-ce que je pourrais l'acheter? Bon, on va parler tarifs. Et c'est peut-être le talon d'Achille de cette voiture. Aujourd'hui, prime de l'État, on est en 2024. On a encore 4 000 € d'aide de l'État pour l'achat d'une voiture électrique de moins 47 000 €. Aujourd'hui, donc les deux versions Allure et GT permettent de bénéficier de cette prime de 4 000 €. Donc aujourd'hui, prime déduite, on est entre 38 000 et 42 000 €. Or, quelques options que vous pouvez prendre. Je pense que notamment la version Allure mériterait d'avoir un tarif plus agressif. Je ne sais pas quel niveau de remise ou quel geste commercial on peut avoir. En tout cas, voilà, par rapport au prix catalogue, je la trouve peut-être un peu chère par rapport à la concurrence. Mais globalement, c'est une voiture qui est belle, agréable à conduire, très pertinente, qui a une bonne cohésion de propositions électriques et qui est viable au quotidien à l'utilisation pour la grande majorité d'entre nous. Est-ce que je pourrais l'acheter? Oui, mais pas pour le taf. Je fais 80 000 km par an, j'ai besoin de vitesse de charge plus rapide parce que moi la supercharge je l'utilise quotidiennement quasiment. J'ai besoin d'un peu plus de volume de chargement au quotidien et là je serai un petit peu à l'étroit, mais voilà, au taf mes collaborateurs vont avoir une cinquantaine de voitures dans notre flotte, des 308, des 3008, des 5008. Cette 308 m'irait pas. J'ai vraiment hâte de tester ce 3008 qui pourrait peut-être plus facilement me convenir dans la
proposition de téléphone. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à corriger si j'étais imprécis, etc. ou rajouter des informations ou votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.